La justice nous ignore, on ignore la justice, avait déclaré Adèle Haenel au nom de celles et ceux qui ne portent pas plainte. Difficile de lui donner tort tant les chiffres sont édifiants. Seule une plainte pour viol sur 10 aboutit à une condamnation. La réponse policière et judiciaire est-elle à la hauteur quand il s'agit de violences sexuelles? Notre émission de ce soir ouvre le débat à partir du livre de ma consoeur et collègue Marine Turki. Salut Marine. Tu publies ce jour Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo. Une enquête sur les raisons de la défiance des plaignantes vis-à-vis de la police et de la justice. Pour cette enquête, tu as interrogé des dizaines d'acteurs de la chaîne pénale, des policiers aux magistrats, en passant par des médecins, des avocats. 2 d'entre eux sont là ce soir, 2 magistrats. Bonsoir et bienvenue à tous les 2. On est ravis de vous accueillir, tant il est rare d'entendre des magistrats en exercice sur un plateau. Je vous présente Mathieu Bourrette, bienvenue. Vous êtes procureur de la République à Reims. Vous travaillez beaucoup sur les violences conjugales. Isabelle Rome, bonsoir, bienvenue. Vous avez 2 casquettes, celle de magistrate et aussi celle de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, le poste que vous occupez actuellement. Prenons tout de suite un cas d'école dans l'actualité. Aujourd'hui, ce matin, Libération a publié cette une et le témoignage de 8 femmes, dont 7 à visage découvert, des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles. Leurs plaintes avaient été classées sans suite pour insuffisance de preuves ou pour prescription. Face à cette une, quelle a été votre réaction ce matin? Moi, je la découvre et mon rôle n'est pas de commenter les affaires dont je n'ai pas la compétence, ni de commenter le travail des journalistes. En revanche, ce qui m'importe, c'est d'entendre plus généralement, et le livre de Marine Turki nous y invite, la question de la critique du système judiciaire. Et moi, je considère que cette critique est par nature légitime, parce que dans le domaine des affaires d'agression sexuelle, de viol, mais comme dans celui de faits de violence volontaire, de violence conjugale, la justice est un service public. Et ce service public, il doit entendre aussi la parole et la critique des usagers du service public, même si on a l'habitude d'être dans un impérium judiciaire où il nous est peut-être difficile d'entendre la critique. Isabelle Rome ? Oui, évidemment que pas de commentaires à faire sur ces révélations et de la même manière que l'a dit mon collègue, pas de commentaires sur le travail aussi des autres magistrats. Mais cette confirmation finalement d'une parole qui s'exprime de plus en plus et qui forcément nous interpelle en tant que juge, aussi en tant que policier. Et je pense que nous devons entendre toutes ces paroles pour peut-être aussi faire évoluer un certain nombre de pratiques, mais aussi peut-être certaines dispositions législatives qui ont déjà évolué, enfin on y reviendra, qui ont pu évoluer récemment. Donc oui, je pense qu'il faut être, quand on est magistrat, il faut avoir les yeux grands ouverts sur la cité et puis aussi les yeux grands ouverts sur les médias, hein, parce que c'est important d'entendre cette parole. Oui, je vous pose la question justement parce que, sans vous demander de commenter les faits dans le détail ou le travail des journalistes, simplement le fait que des femmes qui ont été plaignantes à un moment, qui se disent victimes, font appel à des médias lorsque la justice, de leur point de vue, n'est pas passée. C'est un défi pour votre institution. Mathieu Bourrette, dans le livre de Marine, vous dites que, par exemple, témoigner sur les réseaux sociaux, c'est un acte éminemment égoïste et stérile. Vous utilisez l'expression tribunal médiatique. Est-ce que ça a été est-ce que c'est une claque pour vous? Parce que vous le disiez, que lorsque des victimes comme ça préfèrent s'exprimer dans les médias? Je crois qu'il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez. Il y a celles et ceux qui préfèrent aller sur ce que j'ai appelé le tribunal médiatique plutôt que le tribunal judiciaire, en disant, par exemple, la justice nous ignore, nous ignorons la justice, et celles qui disent, nous avons tenté la justice, elle n'a pas répondu aux attentes qui étaient les nôtres, et donc nous allons accuser de manière différente. Ce sont 2 acceptions que j'entends, mais que j'analyse différemment. S'agissant de celles qui pourraient dire « moi je ne vais pas du tout devant la justice », j'ai envie de dire « envisageons l'idée que plus personne n'aille devant la justice ». Est-ce qu'on fonctionnerait mieux? Essayons de faire sans la justice. Est-ce que ça fonctionnerait mieux? Mais vous comprenez que des gens n'aillent pas devant la justice?
Non, je comprends pas que pour ces questions-là. Je comprends pas que les gens n'aillent pas devant la justice. On a un contrat social. Parmi les éléments du contrat social, la régulation, le régulateur qu'est le système judiciaire en fait éminemment partie. Il n'y a pas de démocratie sans système judiciaire. Notre système judiciaire, il est éminemment perfectible. On peut le critiquer tous les jours. Et je peux entendre énormément de critiques, y compris sur ses insuffisances. Mais refuser d'aller dans l'espace judiciaire en disant je vais aller dans un autre espace, c'est effectivement éminemment égoïste et c'est éminemment dangereux. Il y a celles qui pourront le faire et puis il y a toutes celles qui pourront pas le faire. Tout le monde n'a effectivement pas la surface médiatique d'Adèle Haenel, mais vous comprenez que quand on sait, parce que ce sont les chiffres, que la justice ne pourra pas passer ou ne passera que dans 1 cas sur 10, est-ce que vous comprenez qu'on se dise je ne m'infligerai pas ce parcours du combattant ou de la combattante qui est très bien décrit dans le livre, que vous pourrez confirmer. C'est répéter son histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire devant des policiers, puis devant éventuellement un juge, puis devant un tribunal, quand ça va jusqu'au tribunal. Mais si plus personne n'y va, comment est-ce qu'on va faire évoluer la justice? Si finalement plus personne ne va déposer plainte, ça va avoir 2 incidences. La première, c'est qu'on dépénalise le viol, purement et simplement. Si plus personne ne dépose plainte, il n'y aura plus jamais de procédure pour viol, avec des classements ou avec des poursuites ou avec des condamnations. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que si on ne tente pas le pari de la justice, comment est-ce qu'on va la faire évoluer, cette justice? Uniquement avec nous? Oui, moi je pense qu'il faut convaincre toute personne qui s'estime victime de tels faits d'aller sur ce chemin judiciaire qui, bien sûr, sera certainement ponctué de difficultés, d'embûches, mais il faut la convaincre. Et je pense que peut-être sur quoi nous devons travailler davantage encore, c'est sur l'accompagnement, bien sûr, de ces personnes. Alors, c'est en partie le rôle des avocats, mais je pense aussi que c'est aussi le rôle notamment des associations d'aide aux victimes. Je pense qu'à partir du moment où une personne décide de porter justement des faits dont elle s'estime victime à la connaissance d'un procureur, je pense que nous avons finalement aussi l'ardente obligation de ne pas la lâcher et de l'accompagner. Marine, justement, le point de départ de ton livre, c'est donc le témoignage d'Adèle Haenel, l'enquête journalistique minutieuse qui l'a accompagnée. Ça, c'était le 3 novembre 2019. 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu as cherché à comprendre et à démontrer dans ce livre? Il est question, d'ailleurs, au début de ce livre, d'une lettre que tu as reçue. En fait, je suis partie de cette interpellation d'Adèle Haenel qui a apporté un énorme débat, qui a apporté aussi beaucoup de critiques de la part du monde judiciaire ou d'autres milieux d'ailleurs, en disant y en a qui peuvent pas faire sans la justice, c'est tout ce qui leur reste. Donc j'ai voulu finalement partir de cette phrase et voir si cette défiance elle était justifiée ou non. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que nous journalistes qui enquêtons sur les affaires de violences sexuelles, on reçoit des tas et des tas de témoignages. À Mediapart, j'ai calculé, en seulement 2 ans, on a reçu quasiment 1 millier de témoignages et des témoignages extrêmement détaillés. Parfois, on nous envoie carrément un dossier judiciaire qui est en cours. Et ces témoignages, ils disent 2 choses. Ils disent notre instruction est bloquée, on nous entend pas, on n'a pas auditionné les témoins, l'agresseur est protégé, etc. Il faut les médias pour débloquer. Ou on nous dit autre chose. Et là, c'est encore plus inquiétant, ou en tout cas, ça doit nous interpeller. La justice n'est plus vue comme une option. Et donc, c'est ce point de départ-là que j'ai pris pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en était. Et parmi le courrier, ces 1000 lettres, 1000 mails, 1000 dossiers qu'on a reçus, il y a la lettre de Julie Boursier que j'ai jamais oubliée finalement parce qu'elle racontait un petit peu tout un parcours. Julie Boursier, elle raconte que voilà, les nageuses à Sarcelles dans un club de natation, elle raconte un viol qu'elle aurait subi, elle raconte la procédure qu'elle a vécue et qu'à chaque étape, elle pose des questions, elle va aux nouvelles, elle demande si ça c'est normal, on lui répond c'est la procédure. Et puis un jour, il y a une lettre qui arrive chez elle, elle est à table, elle rigole avec sa famille, il y a une lettre qui arrive, c'est la lettre de classement sans suite. Elle n'a pas eu de nouvelles pendant des mois de la procédure et d'un seul coup, alors même qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, on lui dit c'est classé sans suite. Donc je suis partie de cette lettre, de ces interpellations-là et celle d'Adèle Haenel aussi, pour essayer d'aller vérifier finalement est-ce que la justice met tout en œuvre pour aller chercher les preuves, est-ce qu'elle sait lire ces preuves, qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire du dépôt de plainte, parce que ça c'est une étape clé, et je me suis focalisée dans ce livre sur effectivement 2 moments, donc le dépôt de plainte qui est un moment crucial, je crois que tout le monde en convient, et puis le moment de l'enquête préliminaire, là où vous justement procureur, vous avez la direction de l'enquête et c'est le premier moment qui va être important puisqu'il y a un tri énorme qui se fait. 70%
des plaintes pour violences sexuelles, 73% pour être exact, sont classées à cette étape-là. Donc c'est là que le tri énorme se fait, et c'est là que, en fait, il y aurait aussi beaucoup d'informations à faire déjà aux plaignantes, aux plaignants, pour dire voilà, on en est là, on a fait ça, et voilà ce qui va se passer. Ça c'est la première chose, évidemment. Et puis ensuite il y a les preuves. Dans l'affaire PPDA, Hélène Devin, qui est l'une des plaignantes de l'affaire PPDA, elle témoigne dans le livre. Elle dit mais si 23 témoignages de femmes, il y a 23 témoignages dans ce dossier judiciaire, ce n'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'une preuve alors? Si 23 témoignages avec des similitudes, avec beaucoup de points communs sur la manière dont les agressions qu'elle dénonce se sont déroulées, si ça ce n'est pas une preuve, qu'est-ce qu'une preuve? Et moi ça m'a évidemment interpellée parce que il y a une grosse différence entre les crimes et délits de violence sexuelle et les autres crimes et délits, c'est que dans ces affaires, les classements sans suite, c'est souvent pour une instruction insuffisamment caractérisée, le fameux classement 21. Dans les 3/4 des autres affaires, c'est plutôt parce qu'on n'a pas pu savoir qui était l'auteur. Dans les affaires de violence sexuelle, on l'a l'auteur, parce qu'on le sait, la plupart du temps, il est connu de la victime. Donc ça m'a interpellée, parce que là, il y a une spécialité quand même de ces crimes et délits, et donc une incapacité visiblement à condamner en raison d'un manque de preuves, et c'est pour ça que le livre s'appelle Faute de preuves. Mais est-ce qu'on va chercher ces preuves, et surtout, est-ce qu'on sait les analyser?